RMC. After Angleterre. Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Angleterre, le podcast qui débat de l'actu du foot anglais toutes les semaines. Tu le sais, dispo partout maintenant, en audio comme d'habitude sur toutes les plateformes. Tu es peut-être déjà abonné, mais tu peux également maintenant nous voir en vidéo sur l'After Foot TV. C'est lancé depuis quelques semaines sur toutes les télés connectées, sur Molotov, sur les box Free, SFR et également sur YouTube. Bien évidemment, la chaîne de l'After, @after-foot, onglet playlist, tu peux venir t'abonner et surtout commenter sous la vidéo pour venir débattre avec notamment Rémi Dumont, notre journaliste RMC Sport qui est là. Salut Rémi. Salut Thibaut, salut tout le monde. Spécialiste PL notamment, le taulier et la autre taulier, notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Salut mon Juju. Salut Rémi, salut à tous. Et pour notre thème de la semaine, on a invité un ancien de la maison, le gars de notre entourage qui connaît le plus, qui supporte le plus Liverpool. Jacques Santucci est là. Salut Jacques. Salut Jacques, en direct de Liverpool. Salut à vous les gars. Salut, c'est ça. Content de vous retrouver pour cette superbe occasion. Bah merci d'être là. Tu t'es mis dans un petit parc, hein, c'est ça, de Liverpool. T'as trouvé un arbre. C'est ça, petit parc de Liverpool. Une journée ensoleillée, on a de la chance. En ce moment, il fait beau dans le nord-ouest. Oui. C'est pas souvent sur les bords de la Mersey. Liverpool champion, 4 journées avant la fin. Et on l'a pas assez dit, c'est la première fois qu'ils peuvent fêter un titre de PL devant leur public. Saison exceptionnelle pour les Reds, d'autant que c'était seulement la première de l'après-Klopp. Liverpool est-il l'un des plus beaux champions de l'histoire ? C'est notre débat de la semaine. Et je voudrais qu'on commence, Julien, déjà sur la fête. Un titre de champion à fêter en public. Il y a plein de supporters de Liverpool qui ne l'avaient jamais connu. C'est vrai, effectivement. Ce matin d'ailleurs, je rentrais de Manchester où j'étais hier soir et j'arrive à Londres et il y avait un gars qui descend du train, qui vient discuter un petit peu et qui me dit « Moi, je suis né en 1987 ». Donc j'étais trop petit la dernière fois qu'ils ont remporté un titre avant ceux de la Première Ligue, avant celui de 2020. Donc pour moi c'était génial. J'étais au stade dimanche dernier et c'est vrai. Ils n'en ont pas fêté un en fait dimanche. Ils n'ont pas fêté celui de 2025. Ils ont fêté aussi celui de 2020, bien sûr, celui qu'ils n'avaient pas pu fêter avant à cause de la pandémie, parce qu'il y avait personne dans les stades, il y avait personne dans les rues, il y avait personne nulle part finalement. Donc celui-là, il a encore plus de valeur, je pense, encore plus d'importance entre guillemets. Un titre, c'est un titre, bien sûr, mais celui-là, émotionnellement parlant, je pense qu'il vaut dire beaucoup plus que peut-être que n'importe quel autre finalement dans l'histoire du club. Jacques, justement, toi, le supporter, l'ultra de Liverpool, c'est quoi l'émotion là, dimanche dernier après cette victoire contre Tottenham ? J'aimerais un petit peu de parler de libération, si tu veux, ça y est, en fait, d'une case cochée, de temps de choses effacées. Je pense à ces titres à 98 points, perdus en deuxième position avec Klopp. Je pense à la glissade de Steven Gerrard. Je pense, même si c'est pas du sportif, à plein de choses, à des déplacements, à des finales de Ligue des Champions, tout ça, même si c'est encore une fois pas de la Première Ligue. Une libération, une page qui se tourne, une page un petit peu de chagrin, de moments tristes, même si c'est pas des moments graves, mais de moments tristes et le départ d'une nouvelle ère avec ce titre de Première Ligue fêté tous ensemble. C'est quelque chose d'extraordinaire et ouais, c'est peut-être la plus belle fête que ça apprête à vivre et que vit même en ce moment Liverpool avec la conclusion qui sera le 26 mai, le lendemain de la dernière journée de Première Ligue. Alors c'est vrai que la saison est folle, en fait les stats sont dingues parce que le titre est officiel depuis dimanche dernier à 4 journées de la fin et cette victoire 5-1 contre Tottenham, mais on avait l'impression déjà qu'en novembre quasiment ou décembre c'était plié tellement il y avait d'avance pour Liverpool et puis surtout d'avoir ces stats-là sur la première saison de Slot, Rémi, c'est assez fou quoi. 82 points, 25 victoires, 7 matchs nuls seulement, 2 petites défaites, 80 buts marqués, 32 encaissés. C'est la meilleure attaque de Première Ligue à l'heure où on se parle, puisqu'il reste encore quelques journées de championnat. C'est la deuxième meilleure défense de Première Ligue derrière Arsenal qui a encaissé que 29 buts, mais il y a surtout 15 points d'écart au moment où on se parle avec le dauphin Arsenal, parce que voilà, Liverpool en a 82, donc être sacré aussitôt, c'est beau. Et juste revenir, moi je pensais notamment par exemple à un Jordan Anderson qui a soulevé le titre de la Première Ligue, mais face à des tribunes vides, un Steven Gerrard qui n'a jamais été champion d'Angleterre. Voilà, donc eux le sont, cette génération-là de Van Dijk et tous les autres cette saison. Voilà, ils ont eu le droit à quelque chose que des légendes du foot n'ont jamais eu le droit. Et on va en parler de certains de ces joueurs, notamment du Liverpool champion 2025, mais juste sur cette saison, notamment ces quelques stats que donnait Rémi, vous êtes surpris les gars que ça ait fonctionné aussi vite que pour la saison 1 de Slots, ça soit déroulé de cette manière, Julien ?
Ouais, je pense qu'il y a pour tout le monde un peu de surprise, même si c'était un très bon entraîneur avant à Feyenoord. Je me rappelle avoir vu jouer Liverpool en match d'avant-saison aux États-Unis où je les avais trouvés vraiment très bons, déjà prêts physiquement. On avait des bons retours du niveau du vestiaire sur les premières semaines de Slot et son adaptation à lui, mais aussi l'adaptation du vestiaire envers lui, envers son style de jeu, sa philosophie, sa personnalité. Il y avait des choses, il y avait des points en commun avec Klopp, mais il y avait aussi beaucoup de différences, ne serait-ce que lui, comment il est comme personne, il est très, très éloigné de Klopp. Donc, tu pouvais peut-être penser qu'il y aurait une saison positive, ça c'est sûr. Je pense, et de toute façon, il fallait être optimiste quoi qu'il arrive, même si c'est jamais facile de passer derrière une légende à n'importe quel club. On en a vu qui s'en sont jamais remis finalement, des clubs ou qui s'en sont toujours pas remis en tout cas maintenant. C'est pas facile peut-être, mais je pense qu'il y avait aussi un très bon effectif, ça on le savait, même sans nouvelle recrue à part Chiesa. Il y avait quand même une certaine dynamique parce que en mars dernier, ils étaient en course pour un quadruplé. Donc au final, ils gagnent qu'une ligue d'Angleterre, une Coupe de la Ligue, pardon. Mais c'était quand même, ça avait été plutôt une bonne saison pendant 80% de la saison dernière aussi. Donc il y avait des choses, il y avait des points positifs qui te permettaient d'être optimiste. Mais à ce niveau-là, je pense que même le plus optimiste de la famille Santucci n'aurait jamais pensé que ça pourrait finir comme ça, quoi. Jacques. Moi je te dis, si tu m'avais dit en juillet ou en août la saison dernière, tu fais top 4 tu prends une Coupe de la Ligue ou une FA Cup avec un bon parcours en Ligue des Champions, j'aurais signé de suite. Mais honnêtement, voilà, nouveau cycle, il faut renouveler. Tu as l'expérience, en tant que fan de Première Ligue de Liverpool, ouais, mais de fan de Première Ligue, tu as l'expérience David Moyes avant, après Ferguson, tu as l'expérience de ce qui se passe après Wenger avec Ranieri, où il y a un petit peu tout qui tâtonne, où on va voir qui s'effondre. Donc tu te dis, ouais, en tant que supporter, partons sur des basses scènes, construisons avec un nouveau mec, voyons ce que le mercato peut apporter. Tu sors d'un mercato avec personne sauf Chiesa dans les derniers jours. Tu paniques pas parce que tu sais que les bases du club sont sains et qu'en tant que supporter Liverpool, tu en as vu d'autres. Mais là, 8-9 mois après, c'est un triomphe. C'est un triomphe et les bases sont encore plus solides. Maintenant, tu t'attends à une période de transfert qui même restera peut-être est annoncée forte, mais même si elle est assez calme, mais juste qui vient améliorer le club, on verra ce qui va se passer. Mais là c'est génial à vivre parce que tu as espéré en tant que supporter pendant toutes ces années de club de tout arracher, tu as tellement perdu à peu de choses que de gagner en n'étant pas favori, en n'étant pas annoncé et en éclatant tout le monde, en fait, toute ta concurrence nationale, c'est quelque chose d'incroyable, honnêtement, d'incroyable à vivre. Seulement 2 défaites cette saison en PL. Ouais. Rémi. Ouais, non, puis juste pour revenir sur ce que disaient Julien et Jacques, qui est une sorte d'alignement des planètes. Bon, alors évidemment, il y a Manchester City qui fait l'une des pires saisons de sa carrière, même si ce n'est pas encore terminé, qui peuvent terminer assez haut. Mais le passage de témoin, je trouve, entre Klopp qui annonce avant la fin de la saison dernière qu'il va partir, le fait que la direction ait le temps de choisir entre guillemets le bon entraîneur. Alors c'est facile de dire ça maintenant vu ce qui s'est passé, mais comme le disait Jacques aussi, le fait que l'effectif n'ait pas trop changé et surtout pour cette fin de saison-là, le fait que Van Dijk et Salah ont prolongé, Trent Alexander-Arnold, alors visiblement devrait partir libre, mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de maîtrise, de réflexion et surtout d'intelligence dans la gestion aussi bien de l'effectif, du sportif que de l'extra-sportif. Et justement, si on se penche sur le sportif, cette saison a 2 défaites simplement en PL pour l'instant. C'est quoi la clé finalement ? Parce que dans le jeu, on l'a dit, l'effectif a très peu bougé. Est-ce que le passage finalement, est-ce que c'est tactique ? Est-ce que le 4-3-3 immuable de Klopp qui est devenu ce 4-2-3-1 de Slot, c'était juste le petit changement dont avait besoin le club ? Comment vous expliquez cette saison ? Moi, je te dirais, avant de laisser la parole à Jacques et à Julien, que c'était quelque part avec Slot. Je pense qu'en fait, il n'a pas essayé de ressembler à qui que ce soit, de s'inventer un style, de s'inventer un genre. Il est resté sur sa continuité à lui avec les ingrédients qui étaient déjà bons, les outils qu'il avait déjà à Liverpool. Après, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi, je trouve, des joueurs qui se sont révélés. Et je pense, parce qu'on voit la photo, là, par exemple, à Ibrahima Konaté, qui réalise l'une de ses meilleures saisons en termes de stats et de continuité en termes de matchs joués, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu plus de changements que ça. En tout cas, ça c'est mon avis. Pour Jules et Jacques, je sais pas. Julien. En tant que. Vas-y Jacques, vas-y, t'as pris la parole. Fonce.
En tant que supporter, tu vois, c'est des changements, mais en regardant tous les matchs, vraiment, il y a quand même des trucs frappants. Tu vois, il y a ce discours qui a été sorti d'avant-saison, où il te dit la phrase de Slot, c'est tuez-les avec des passes, où tu sais très bien que le club, c'était le foot rock'n'roll, heavy metal, où il fallait les tuer par l'intensité, par les courses, tout ça. Donc, tu as ce changement-là. Et derrière ça, tu as de l'homme à homme qui est très important dans la méthode Slot. Konaté qui fait, comme l'a dit Rémi, une de ses meilleures saisons à Liverpool, qui était à la cave totale en fin de saison, dépassé par un gamin de 20 ans, Jarell Quansah, Gravenberch qui était pas bien, Szoboszlai qui était bof, et même Mohamed Salah qui a changé de rôle, qui a fait une saison extraordinaire, mais à qui on demande de beaucoup moins défendre. Donc c'est des petits changements, mais qui ont été nombreux. Et voilà, il n'y a pas eu de révolution, mais il y a eu énormément d'évolutions qui ont fait que Liverpool en est là aujourd'hui. Et c'est même drôle de se dire que tout ce qu'a fait Klopp, le pauvre, en 8 mois, Slot l'a déjà égalé sur le plan national. Julien. Ouais, je suis d'accord avec ce que les garçons viennent de dire. Après, pour moi, vraiment aussi, ce qui fait la différence, c'est que tes leaders ont été à leur niveau, voire même encore au-dessus, parce qu'effectivement, je pense pas, vu la fin de saison dernière de Mo Salah, par exemple, voire même celle de Virgil van Dijk, à partir de mars jusqu'en mai, personne n'aurait pu dire qu'aujourd'hui, Mo Salah aurait 45 ou 46 goals involvement, donc entre les passes, et les buts. Rien que sur la première ligue, c'est des chiffres incroyables à son âge de faire ce qu'il a fait cette saison. Je vais pas dire c'est inespéré parce que c'est un très grand joueur depuis très longtemps, mais voilà, ces chiffres-là, c'est hallucinant, et que lui ait élevé son niveau de jeu de cette façon-là, que Virgil ait élevé son niveau de jeu, le coup de génie, c'est Gravenberch bien sûr, et son repositionnement, mais que McAllister ait évolué à ce niveau-là en jouant quasiment tous les matchs pendant toute la saison, à part vraiment, il y a que le PSG finalement qui a été meilleur qu'eux sur 8 mois d'une saison, et Plymouth, mais bon, Plymouth, je sais pas, ils étaient endormis, ils avaient dû faire la fête la veille en Coupe d'Angleterre, mais sinon, voilà, sinon personne ne leur est même arrivé à la cheville. Il y a des matchs où ils ont été un peu sous pression en championnat, à Arsenal par exemple, même à domicile contre Chelsea, mais ils ont toujours trouvé le moyen d'égaliser ou d'aller gagner en fin de match ou quoi que ce soit, d'être solides. Mais personne, ils étaient dans un championnat à eux-mêmes, quoi. Ils étaient tout seuls dans le championnat. Et je pense que c'est vraiment tous ces ingrédients-là qu'on est en train de décrire. On pourrait en parler pendant des heures, mais les petits détails parfois, il les a fait arriver plus tôt l'entraînement, il a rendu obligatoire le petit déjeuner tous ensemble, ce genre de choses-là qu'il n'y avait pas sous Klopp, mais c'est pas grave, hein. Klopp a juste été différent. Et Slot a amené quelques petits trucs à lui qui lui jugeait importants. Et je pense que ça aussi, ça fait la différence dans la vie du groupe de tous les jours. On va s'arrêter sur 2-3 joueurs. Rémi en a sélectionné quelques-uns, mais évidemment, un mot plus précis de Mohamed Salah, qui a fait plein de saisons exceptionnelles, qui était un peu dans le dur la saison dernière et qui revient pour faire, Rémi, sûrement la meilleure saison de sa carrière à 32 ans. 33 buts, 23 passes décisives selon Transfermarkt, toutes compétitions confondues, donc en 48 matchs. Il a donc été décisif, buts et passes décisives compris, à 56 reprises, donc ce qui est assez énorme vu son âge, parce qu'il a la trentaine de passés, et puis voilà, on se demandait s'il allait rester ou pas, si c'était la fin ou pas. Après, il y a d'autres joueurs, par exemple, je pensais à Van Dijk, puisque vous le citiez tout à l'heure, c'est le joueur le plus utilisé cette saison, 4167 minutes en 46 matchs, toutes compétitions confondues, sachant qu'il y a 2-3 ans, il s'est fait les croisés. Donc voilà, revenir de cette blessure, c'est jamais évident. C'est le joueur qui touche le plus de ballons, qui fait le plus de passes en Angleterre, ce qui montre aussi le niveau de ce joueur. Et puis évidemment, McAllister. Alors McAllister, je regardais... Tu voulais en parler, parce que c'est vrai que c'est pas le mec dont on parle le plus. Là, Julien vient de le citer, mais c'est l'un des milieux de terrain qui a le plus marqué cette saison, 7 buts et 5 passes D. 7 buts, c'est autant que Szoboszlai. Mais c'est surtout un joueur qui enchaîne. J'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est magique, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde en 2022, il a gagné la Copa América en 2024, en 2025, il gagne la Première Ligue. C'est le numéro 10 de Liverpool avec tout ce que ça inclut. Il venait de Brighton, il a été payé quand même assez cher pour venir à Liverpool. C'est tout un tas de choses qu'il faut pouvoir assumer, et il le fait. Alors, il était déjà là la saison dernière, c'était peut-être la saison d'acclimatation, mais en tout cas, là, c'est la saison de la confirmation, voire de la révélation, je trouve, au niveau national. Il était déjà connu en Première Ligue, mais presque international, parce que voilà, il a des titres internationaux, nationaux,
pas encore européen, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite parce qu'on a l'impression qu'il est là pour des années. Jacques, est-ce que tu es d'accord avec Rémi? Il y a évidemment Salah intouchable d'un point de vue déjà statistique, mais est-ce que tu mets McAllister aussi haut que Rémi dans la saison réussie de Liverpool? Ouais. McAllister, c'est très très costaud dans vraiment tous les sens du terme footballistique, tu vois, physiquement. Alors il est petit, il est pas gringalet, mais bon, il en impose pas physiquement. Mais il a son gros train arrière qui est très, très réputé à Liverpool, qu'il arrive toujours à mettre entre deux joueurs, protéger son ballon. Il a un toucher de balle, soit par la passe courte, la passe longue ou la frappe de balle, qui est dans un niveau international. Sens du placement, je t'en parle même pas. L'année dernière, il a commencé la saison avec Klopp en tant que numéro 6. Il peut jouer beaucoup plus haut, il peut réguler. Non, c'est le joueur complet, un mix parfait des trois. T'as besoin de ce profil-là. Et puis il y a tout ce qui va avec, l'expérience déjà, même s'il n'est pas très vieux, champion du monde, voilà, comme a dit Rémi, les titres internationaux, le fait de jouer avec des joueurs un peu bizarres, pardonnez-moi le nom, mais comme Emi Martinez, comme Léo Messi, voilà, plein de profils différents, comme des Paredes, tous ces besogneux, ces superstars. Il peut jouer avec tout le monde et il illumine une équipe en fait, que ce soit l'Argentine où il démarre pas la Coupe du Monde et il a fini un peu comme titulaire à l'époque, et dans cette équipe de Liverpool, McAllister, c'est la classe. Julien, si tu devais sortir, ouais, c'est pas mal. Un joueur hors Salah, ça peut être McAllister ou un autre. Je sais que tout à l'heure tu parlais notamment du rôle important de Gravenberch là en 6 cette saison. Ouais, parce que c'est le coup de génie. À partir du moment où ils ont voulu faire Zubimendi l'été dernier, que ça s'était pas fait au final, au dernier moment, que tu savais que tu avais McAllister là, mais qu'après, oui, tu as un Curtis Jones, tu as un Endo qui sont des bons joueurs de foot, mais pour trouver le bon équilibre dans ce milieu de terrain là, en sachant qu'on savait très bien que Slot allait sûrement changer un tout petit peu la tactique, et tu l'as dit, il passait du 4-3-3 au 4-2-3-1. Voilà, il a fait confiance à Gravenberch, qu'il connaissait déjà, même s'il n'avait pas eu lui sous ses ordres, mais qu'il le connaissait très bien. Ils sont tous les deux néerlandais et de l'Eredivisie. Et de mettre Gravenberch, c'est pas simplement de dire à Gravenberch, voilà, on va t'apprendre comment jouer dans le double pivot, alors que lui était plutôt un milieu, on va dire relayeur pour être gentil avec lui, mais surtout un milieu offensif, quoi. C'est techniquement, c'est un tel niveau. Et c'est pas simplement qu'ils lui ont appris, c'est que le gars tout de suite il a tout compris en fait. Il a tout compris. Et oui, en fin de saison ça a été un peu plus compliqué parce que je pense qu'il était fatigué aussi. Il était quand même sorti de 2 saisons où il n'avait pas beaucoup joué ni au Bayern ni lors de sa première saison à Liverpool. Et qu'il fasse les 6 premiers mois de la saison au niveau qu'il a fait, c'est impressionnant. Et moi, juste avant qu'on referme cette page-là, il y a quelqu'un pour moi qui est très important aussi. C'est le directeur de la performance de cette équipe qui s'appelle Ruben Peters, qui est un Belge qui est venu avec Slot, parce que l'autre grand coup de la saison pour Liverpool, c'est d'avoir eu quasiment pas de blessés. Alors oui, il y a eu un petit peu de Trent, il y a eu un peu d'Alisson, mais par rapport à d'autres, je crois qu'ils sont la 3e équipe la moins impactée par les blessures cette saison, et les jours manqués par des joueurs blessés. Ouais. Parce que Peter, il est jeune déjà, c'est un gars qui a des très très bonnes idées et qui a fait de cette équipe-là une machine physique, parce que ils sont dans l'intensité bien au-dessus de tout le monde aussi, dans le pressing et surtout le contre-pressing. Et je pense qu'il mérite qu'on parle de lui un tout petit peu et au moins qu'on cite son nom, parce qu'il a un rôle, à mon avis, très important à jouer dans cette saison. Est-ce que ce serait pas devenu un frérot, le Peter, Julien? Je sais même pas s'il parle français en fait, mais un jour je lui demanderai. Mais oui, c'est un peu un frérot, mais comme tous les joueurs de Liverpool, ils sont champions, donc forcément c'est des frérots. Juste pour revenir à ce que disait Julien, par rapport à Konaté par exemple, qui a été assez victime de blessures ces derniers temps. On le disait tout à l'heure, sa saison. Alors depuis qu'il est à Liverpool, c'est la saison la plus aboutie en termes de matchs et même de stats, puisque sa première saison à Liverpool, il fait 29 matchs, 3 buts, 1 passe, même si voilà, c'est un défenseur. La saison d'après, 24 matchs. La saison dernière, 37 matchs pour moi, alors qu'en mémoire, il avait été marqué par les blessures plus la saison dernière. Mais là, cette saison, c'est 39 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Et je trouve que son association avec Van Dijk vaut vraiment le détour et montre que voilà, c'est l'un des meilleurs tandems en Europe. Konaté redevenu le taulier, les gars, Jacques? Taulier non, parce qu'il y a Virgil à côté, mais c'est la puissance, et les deux s'entendent à merveille. Mais après, j'ai envie de te dire, j'adore Ibou Konaté, c'est un excellent défenseur. Mais comme l'était Joe Gomez à son époque, comme l'était Joël Matip à son époque, et comme était un petit peu Jorel Kwanza en fin de saison l'année dernière. Et le dénominateur commun de ces 4 garçons-là, c'est Virgil van Dijk à côté. T'as tout gagné avec Gomez et Matip en soldat de Van Dijk. T'as survolé la première ligue avec Konaté
en lieutenant aussi de Van Dijk. Donc voilà, Ibou fait une saison extraordinaire, mais il y a Virgil quand même à côté qui est là, qui a une aura, qui a une présence et qui fait une saison encore incroyable, quoi. Donc il faut pas oublier, je pense, le pourquoi du comment aussi. Si on se projette un petit peu, les gars, il y a eu cette excellente saison, il y a eu quand même ce coup de mou un peu au mauvais moment avec les éliminations en coupe, le Paris Saint-Germain, il y a eu quelques défaites à ce moment-là. Avec ce qui nous a fait beaucoup de débats d'ailleurs cette année dans l'After Angleterre, mais prolongation de Salah, de Van Dijk. Comment vous imaginez la suite, la saison prochaine de Liverpool? Est-ce que vous diriez que, notamment ces 2 prolongations, ça a assis le projet actuel, qu'il n'y aura pas finalement une révolution qui aurait peut-être été trop importante pour Liverpool et qu'il n'y a pas de raison finalement que l'année prochaine ça se passe moins bien que cette année? Julien? Ouais, je pense que tu as raison. Ça aurait été énorme de perdre les 3 avec Trent Alexander-Arnold aussi, surtout dans la forme actuelle dans laquelle ils sont. Après, je sais pas si Van Dijk et Salah peuvent continuer à ce niveau-là la saison prochaine et puis celle d'après, et puis après on verra bien parce qu'ils vont avoir là 33 et 34 ans aussi cet été, en juin et en juillet. Donc on verra bien. Mais au niveau actuel, tu étais obligé de les prolonger quasiment obligé, même au salaire qu'ils ont. Et puis après, il faudra remplacer Trent, soit ce que tu as déjà, un Bradley par exemple, soit d'aller chercher quelqu'un d'autre selon le profil que tu recherches. Un jeune joueur, genre plus expérimenté, plus un passeur, plus un arrière droit de débordement, on va dire, un latéral de débordement. Peut-être un mec qui peut jouer central, axe dans l'axe et aussi sur le côté. Voilà, ils feront ce qu'ils voudront. Jacques en a parlé un petit peu. On devrait avoir un joli été côté Liverpool en termes de recrutement. Le seul truc, c'est que au niveau de cet effectif-là, de chaque joueur, si tu veux aller chercher un mec meilleur, ça va te coûter très cher pour toutes les positions. Szoboszlai, par exemple, fait une très belle saison. C'est un très bon joueur. Il est très important parce que c'est lui qui déclenche le pressing, le contre-pressing. Il peut courir le gars pendant une année entière sans s'arrêter. Mais à un moment, tu peux peut-être avoir un meilleur joueur aussi à ce poste-là, mais ça va coûter cher. Pareil, si tu cherches un meilleur joueur par rapport à Luis Diaz, si tu veux aller chercher un neuf pour remplacer Darwin qui devrait partir, si tu vas chercher Isaac, c'est 100 millions. Donc à un moment, il va falloir voir ce qu'ils sont prêts à dépenser et sur qui ils vont mettre l'argent. Jacques, est-ce que les dernières décisions de ces derniers mois te poussent à être optimiste pour la saison prochaine? Honnêtement, si tu as la tête sur les épaules et que tu es supporter de Liverpool, tu es optimiste via comment le club est géré de l'intérieur. Ça remonte à très loin, et plus récemment au transfert non fait de Lavia et Caicedo pour diverses raisons, où tu vas chercher des mecs comme Wataru Endo ou Ryan Gravenberch. Ça, c'est le passé. Le futur, il est que ce coup de moins bien dont tu as parlé en milieu de saison là, avec le PSG, tout ça, il coïncide avec le petit pic inversé de forme de Mohamed Salah. Il faut un buteur, ça c'est indéniable. Il faut un neuf titulaire ancré qui devient une des stars de l'équipe pour pouvoir le suppléer, pour pouvoir apporter le danger ailleurs que sur l'aile droite. Je pense que la saison prochaine, on verra encore Cody Gakpo passer un autre step. Ça a été le cas déjà cette saison. Et je pense que la saison prochaine peut être sa meilleure saison, la saison qui fait passer de très bons prospects à ça y est mec ancré dans le championnat. Voilà, en fait, tu as des offensifs qui n'ont pas été assez meurtriers, assez décisifs. À part Salah qui a pris toute l'attention sur lui. Et peut-être que Chiesa jouera un peu plus aussi. S'il veut le mettre ailier droit, ça m'étonnerait si Salah baisse pas, il ne le mettra pas, tu vois. Non, Julien, tu penses pas ça part cet été, Chiesa. Et puis ils vont faire un profit sur lui. Ils l'ont acheté 10 millions, ils vont le vendre 15 en Italie et il sera venu pour ça. C'est possible. Et pour terminer rapidement, il n'y a pas d'inquiétude parce que tu sais comment le club est géré, tu sais où sont tes points forts, où sont tes points faibles. Donc à partir de là, il n'y a pas eu de mercato l'été dernier. Tu finis premier de la phase de Ligue des Champions, tu finis champion. Il y a de l'argent, il y a des mecs qui savent travailler, notamment le board et Richard Hughes. Donc à partir de là, il y a de quoi être confiant. Et ce qui a changé maintenant, c'est que tu n'as pas fini top 4 avec une Coupe de la Ligue. Tu as fini champion d'Angleterre, premier de la phase régulière. Tu sors contre un demi-finaliste de Ligue des Champions. Donc maintenant, il va y avoir des attentes sur Arne Slot. Tiens, pour conclure rapidement, les gars, si on s'amuse un peu à se demander, est-ce que Liverpool est l'un des plus beaux champions de l'histoire
On pense évidemment au Guardiola de ces dernières années, les invincibles d'Arsenal au début des années 2000. Rémi, ouais, en termes de stats, 2003-2004, c'est la saison d'Arsenal et des invincibles qui avait terminé à 90 points. Alors après, c'était pas les mêmes périodes, d'accord. Mais en tout cas, le record de points pour un champion, c'est Manchester City en 2007-2018 avec 100 points. On rappelle juste que Liverpool en a actuellement 82, qui reste 4 matchs, donc 3 x 4, 12, 82 plus 12, ça ferait donc 94 points à prendre. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ils ne battront pas le record de points. Mais moi, ce que je voudrais savoir surtout auprès de Jacques et Julien, c'est en quoi ils vous ont peut-être marqué cette saison plus que les autres où ils ont été excellents, mais là, ils sont couronnés par le titre. Qu'est-ce que ça change? En 30 secondes chacun, Jacques. Moi, ce qui m'a plu, c'est la froideur de l'équipe. J'ai beaucoup moins kiffé cette année que les échecs de Klopp, parce que beaucoup moins d'émotions. C'est un petit peu l'ADN de Slot, j'imagine, par rapport à Klopp. Beaucoup moins d'émotions dans les matchs, beaucoup plus de contrôle, mais encore plus d'efficacité. Donc c'est un titre où tu es libéré à la fin d'être champion après toutes ces années. Mais sur l'individualité des matchs, les uns après les autres, tu kiffes moins et tu étais moins là à être sur le qui-vive de la partie. Julien, 15 secondes, un des plus beaux champions de l'histoire, oui ou non? Oui, c'est enfin, oui, oui, c'était très bien. C'était très bien. C'est oui ou c'est ouais, ou non. Voilà, c'est comme ça. Okay. C'est pas mal, c'est bien. Merci les gars, Jacques Santucci, merci beaucoup, ça a été un plaisir. À très vite dans l'After Angleterre. Bye bye. Merci, salut. Julien, ça a été un plaisir. Merci, à très vite dans l'After Angleterre, genre la semaine prochaine. Et Rémi, pareil. Merci les gars. Avec le plaisir. Et merci à vous d'être là, fidèles à l'After Angleterre, dispo partout, en audio, en vidéo, sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. RMC After Angleterre.